Ceci est Dubaï. C'est de loin la ville la plus riche du Moyen-Orient et aussi l'une des plus sûres, ce qui lui vaut le titre de joyau de la couronne de la région. Pourtant, elle paraît déplacée. Les grandes villes qui l'entourent, comme Le Caire, Bagdad et même Riyad, possèdent des siècles d'architecture islamique, une vie de rues chaotique et bien sûr des marchés envoûtants. Cependant, Dubaï n'a presque rien de cela. C'est une ville extrêmement propre, contrôlée et entièrement planifiée, une exception dans la région. Mais comment en est-elle arrivée là? Comment Dubaï est-elle devenue une ville unique et a-t-elle redéfini l'image des villes du Moyen-Orient? Contrairement à ce que l'on pense, l'idée de ce que Dubaï deviendrait n'a pas commencé avec les gratte-ciel ou le pétrole, mais bien avant. Avant 1890, Dubaï était un petit village de pêcheurs avec des structures tribales et un commerce limité comme d'autres villes du Golfe. En 1894, avec l'arrivée au pouvoir de Cheikh Maktoum Ben Hatchar Al Maktoum, après la mort de son oncle, Dubaï a commencé à prendre une nouvelle direction. Sous le règne de Maktoum, l'industrie de la perle s'est développée rapidement et de nouvelles entreprises ont ouvert le long du quai animé de la crique de Dubaï. Les choses ont vraiment décollé en 1901 lorsque Cheikh Maktoum a établi Dubaï comme port franc, sans taxation sur les importations ou les exportations. Il a aussi offert aux commerçants des terrains et des garanties de protection. Cela est tombé parfaitement au moment où de nombreux ports du Golfe Persique augmentaient leurs tarifs, ce qui a poussé de nombreux commerçants à s'installer à Dubaï. Les statistiques montraient la croissance du port. Entre 1899 et 1901, la compagnie de navigation à vapeur Bombay et Perse visitait Dubaï 5 fois par an. En 1902, les navires de la compagnie ont fait 21 visites, puis à partir de 1904, une visite toutes les 2 semaines. En 1906, ils commerçaient 70 000 tonnes de marchandises par an. Gardez à l'esprit qu'à cette époque, Dubaï qui était un protectorat britannique depuis 1892 lorsqu'il a signé ce qu'on appelait l'accord exclusif dans le cadre des nouveaux États de la côte de la Trêve. La Grande-Bretagne a pris en charge la politique étrangère et la défense de Dubaï, en échange de l'engagement de Dubaï à ne pas traiter avec des puissances rivales. Ils ont ainsi gardé une autonomie complète sur l'infrastructure et la politique économique sans avoir à financer une armée. Pour une petite ville commerçante aux ressources limitées, c'était un atout majeur. À la fin des années 1920, l'effondrement de l'industrie de la perle dû à la Grande Dépression et aux perles artificielles japonaises a plongé des villes du Golfe comme Mascate et Doha dans la pauvreté. Bien que cela ait aussi beaucoup affecté Dubaï, ils ont pu s'adapter en partie grâce à leur politique commerciale sans taxes, surtout sans pétrole. Les grandes avancées surviennent dans les années 50 quand Dubaï devient un centre majeur de contrebande d'or vers l'Inde, où l'importation était limitée par la loi. En 1958, le cheikh Rachid Ben Saïd Al Maktoum devient dirigeant de Dubaï. Il est largement vu comme le moteur de l'expansion de la ville. Il a emprunté beaucoup d'argent au Koweït pour financer le dragage du ruisseau de Dubaï en 1963. Comme le ruisseau était trop petit pour que les navires modernes puissent s'y accoster, cela causait de graves conséquences économiques. C'était un grand risque, mais ce fut un énorme succès, et cela a permis à des navires de toute taille d'accoster au port. Le marché de la contrebande d'or est devenu plus lucratif. En 1966, plus d'or a été expédié de Londres à Dubaï que presque partout ailleurs dans le monde. À 4 millions d'onces, Dubaï a également reçu pour plus de 15 millions de dollars de montres et plus de 5 millions d'onces d'argent. À l'époque, on estimait que 75% de l'or importé en Inde provenait de Dubaï. Les profits du commerce et de la contrebande enrichissaient Dubaï et lui offraient du temps pour chercher du pétrole. Leur ville rivale, Abu Dhabi, a trouvé du pétrole en 1958, ce qui a accéléré sa modernisation. Le cheikh Rachid savait que pour que Dubaï rivalise avec les grands ports mondiaux, il lui fallait des ressources. Et en 1966, après des années d'exploration, ils l'ont enfin trouvé. Dans le nouveau champ pétrolifère de Fatah, le pétrole était bien moins abondant qu'à Abu Dhabi, qui détient 95% des réserves pétrolières des Émirats arabes unis. Mais c'était suffisant. Cela a entraîné une accélération des plans de développement, des infrastructures du cheikh Rachid et un boom de la construction qui a provoqué un afflux massif de travailleurs étrangers. Entre 1968 et 1975, la population de la ville a augmenté de plus de 300%. Beaucoup de ces travailleurs étrangers ont été exploités, suscitant les premières plaintes affirmant que Dubaï a été bâti par des esclaves. Cheikh Rachid savait que Dubaï ne pouvait pas compter sur le pétrole comme Abu Dhabi,
et a utilisé ses revenus pour diversifier l'économie, d'une manière qu'aucune autre ville du Moyen-Orient n'aurait pu imaginer. C'est pour le meilleur ou pour le pire que nous avons vu le tissu du Dubaï traditionnel commencer à être détruit. Des autoroutes ont été construites à travers ce qui avait été des quartiers traditionnels denses. Des quartiers entiers le long de Bourg-Dubaï et Deira, y compris de nombreuses maisons en pierre de corail et des mosquées, ont été démolis pour faire place à une ville nouvelle et moderne. Simultanément, un autre changement politique majeur s'est produit. La Grande-Bretagne s'est officiellement retirée du Golfe en 1971 et les États de la trêve se sont unis pour former les Émirats arabes unis. Sheikh Rachid a accepté de rejoindre la fédération à condition que Dubaï garde le contrôle total de son économie, commerce, politique et développement, ce qui reste valable aujourd'hui. Cela signifie que Dubaï a pu complètement éviter d'être freiné ou contrôlé par le colonialisme en réalité, contrairement à beaucoup d'autres villes du Moyen-Orient. Surtout quand on pense à Damas, lourdement bombardée par les Français, ou à Beyrouth, sans réelle autonomie sous leur contrôle. Abu Dhabi, qui possède la majeure partie du pétrole, est devenue la capitale fédérale et le principal moteur militaire, diplomatique et budgétaire des Émirats arabes unis. Dubaï pouvait innover économiquement tout en s'appuyant sur les pétrodollars d'Abu Dhabi si nécessaire. C'est d'ailleurs arrivé lors de la grande récession de 2008, mais c'est une autre histoire. Cette structure semi-souveraine et autonome économiquement est rare. Seules des villes comme Monaco ou Hong Kong, avant 2019, ont eu ce type de structure et nous voyons à quel point elles sont devenues riches. Pendant ce temps, les grandes villes du Moyen-Orient, comme Le Caire, Riyad et Bagdad, sont profondément liées à des gouvernements nationaux centralisés qui contrôlent tout. Avec la quantité limitée de pétrole de Dubaï, qui représentait 40% du produit intérieur brut dans les années 1970, cet argent a été investi rapidement dans la diversification. Ouvert en 1972, le port Rachid est devenu le premier grand port commercial construit à cet effet, remplaçant la crique de Dubaï comme centre commercial principal. Et ensuite, le port de Jebel Ali est arrivé en 1979 pour le compléter. C'est là que les choses sont vraiment devenues folles. L'ampleur était ambitieuse dès le début, avec plus d'1 million de mètres carrés d'espace pour les conteneurs et le plus grand port artificiel du monde. Grâce à sa position sur la côte du Golfe Persique, à la croisée de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, Dubaï est devenu un port très lucratif. Le Cheikh Rachid a ensuite créé la zone franche de Jebel Ali, une zone de libre-échange autour du port, offrant de nombreuses incitations aux entreprises. L'absence d'impôts sur les sociétés, de droits d'importation-exportation, d'impôts sur le revenu, aucune restriction monétaire, etc., ont largement favorisé l'essor de Dubaï. La zone est passée de 19 entreprises en 1985 à 500 en 1995, puis à plus de 11 000 aujourd'hui, dont plus de 100 du Fortune Global 500. Pendant ce temps, le port est devenu le plus fréquenté du Moyen-Orient et le 9e mondial. Le succès de la zone franche de Jebel Ali a entraîné la création de nouvelles zones spécialisées par industrie. La Dubai Internet City a ouvert en 1999 pour attirer les entreprises technologiques, puis la Dubai Media City en 2000 pour les organisations médiatiques. Ensuite, il y a eu la Dubai Healthcare City en 2002, et oui, vous voyez ce que je veux dire. Ces initiatives les ont aussi attirées avec succès des milliers des plus riches entreprises mondiales à y installer leur siège. C'est dans les années 90-2000 que Dubaï commence à se rebrander en capitale du luxe et du tourisme. Le premier projet fut le Burj Al Arab en 1999, l'un des hôtels les plus emblématiques et les plus chers du monde, souvent appelé aujourd'hui le seul hôtel 7 étoiles au monde. Ensuite est venue la Palm Jumeirah en 2008, un archipel d'îles artificielles recouvertes de biens immobiliers de luxe. La même année, le Dubai Mall a ouvert avec une patinoire et un zoo sous-marin, faisant de Dubaï la capitale du shopping au Moyen-Orient. Et enfin, pour la plupart du moins, il y a le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde pour l'instant, du moins avec ses 828 mètres. Tout cela semble avoir fonctionné aussi. En 2024, Dubaï était la 7e ville la plus visitée, accueillant près de 19 millions de visiteurs. Leur économie est passée d'un produit intérieur brut composé à 40% de pétrole à seulement 1% aujourd'hui. Maintenant, je voudrais parler un peu plus de l'urbanisme réel de Dubaï. Comme je l'ai dit auparavant, après la découverte du pétrole, une grande partie de ce qui était historique a été démolie pour de nouveaux aménagements. Aujourd'hui, seul le quartier historique d'Al-Faidi ou Al-Bastakia reste bien préservé du Dubaï d'avant le pétrole. Et même là, à peine la moitié subsiste aujourd'hui.
Il aurait été détruit sans l'architecte britannique Rainer Otter, qui a écrit au prince Charles en 1989 pour lui demander d'intervenir lors de sa visite à Dubaï. Ce qu'il a fait. Toutes les autres parties du vieux Dubaï, comme Al-Shindaga ou Al-Sif, sont le résultat de grandes reconstructions récentes et ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient à l'origine. C'est l'opposé des autres villes du Moyen-Orient. Regardez le Caire, par exemple. Malgré un siècle d'expansion, de bouleversements et de modernisation, dont la création d'une nouvelle capitale, le Caire historique subsiste toujours. Des quartiers comme Al-Darb, Al-Hamar, Khan al-Khalili et la rue Al-Mouij regorgent de mosquées, de madrasas et de marchés qui sont utilisés depuis des centaines d'années. Le centre-ville du Caire, bâti au XIXe siècle sous influence européenne coloniale, garde une identité moyen-orientale marquée. Ou regardez Amman, la capitale de la Jordanie. Les villes se sont construites autour de leurs ruines, comme la citadelle d'Amman. Au lieu de tout détruire pour bâtir une nouvelle ville, Dubaï a choisi d'effacer son paysage urbain d'origine et de repartir de zéro. On peut aussi le ressentir. Par exemple, voici la carte du métro de Dubaï. Premier réseau de train à grande vitesse de la péninsule arabique, inauguré en 2009. Il condense déjà plus de 275 millions de passagers par an avec seulement 2 lignes et 55 stations. La majorité des pays du Moyen-Orient n'ont pas de métro à cause de l'instabilité, des sanctions et du sous-investissement. 3 mots qui ne décrivent pas Dubaï. Dubaï est aujourd'hui la ville la plus chère du Moyen-Orient, avec des prix immobiliers dépassant 12 000 $ le mètre carré dans les quartiers prisés. Dubaï rejoint les destinations de luxe telles que Saint-Tropez et Milan, avec plus de ventes de maisons à plus de 10 millions de dollars que des marchés traditionnels comme New York. Les immigrés de plus de 200 pays représentent près de 90% de la population. Et la ville s'est vraiment concentrée sur cette image de luxe. La police conduit des supercars, les distributeurs automatiques délivrent des lingots d'or et les marinas sont remplis de super yachts. La population de millionnaires de la ville a augmenté de façon incroyable de 78% entre 2013 et 2023. Elle compte aujourd'hui plus de 72 000 millionnaires, 212 personnes détenant plus de 100 millions de dollars et 15 milliardaires. Avec la reprise de la construction des World Islands, un archipel d'îles artificielles en forme de carte du monde. Et la Palm Jabal Ali, qui est en gros une version beaucoup plus grande de la Palm Jumeirah. Dubaï semble redoubler d'ambition. Aujourd'hui, Dubaï est une ville qui semble défier sa propre géographie. Un endroit où le luxe fait loi et où l'ambition semble sans limite. C'est aussi une ville fondée sur des compromis. Histoire contre progrès, identité contre efficacité, authenticité contre spectacle. Merci d'avoir regardé.